signal de la régie. C'est externe. Bonjour à tous et merci d'être présents ce soir pour Craft is not dead, un talk de la Paris Design Week Factory avec la revue Formae. Donc je vous remercie d'être restés pour ceux qui étaient déjà présents au précédent et je remercie ceux qui viennent de nous rejoindre pour aborder cette problématique qui nous tient à cœur ici et qui va nous occuper pendant à peu près 1 heure. Cette problématique qui est liée au dialogue entre le design et l'artisanat. J'ai la chance d'avoir autour de moi des créateurs, des spécialistes de ces deux problématiques-là, de cette rencontre entre les savoir-faire et la création. Et cette chance est aussi pour moi une contrainte parce que j'aimerais bien pouvoir les présenter, mais présenter des gens, des créateurs en général n'est pas facile, mais quand on a des créateurs aussi hybrides que ça, l'exercice s'avère absolument difficile. Donc j'ai fait le choix un peu paresseux, mais beaucoup plus sécurisé, de les laisser se présenter eux-mêmes. Et je vais me tourner, non pas parce qu'il y a une hiérarchie, mais parce que le diaporama a été construit comme ça, vers Lionel Jadot, ici présent. Je te laisse la parole pour parler à la fois de ton travail et du lieu qu'il habite et que tu habites, qui sont les Aventen Ateliers. Lionel, juste en quelques mots, est-ce que tu peux nous présenter qui tu es? Je reviendrai après sur les questions qu'on a déjà travaillées ensemble. Et puis, je passerai la parole à nos autres invités pour que chacun puisse se présenter en quelques mots. Lionel, à toi la parole. Ok, parfait, merci à toi. Donc bonjour à tous, donc, je suis Lionel Jadot, donc je suis autodidacte à la base, donc je fais de la création de mobilier depuis très longtemps. Je suis né dans une famille où on fait du mobilier sur mesure depuis 6 générations, et donc j'ai eu la chance finalement de pouvoir jouer dans cet atelier, utiliser tout ce qui se trouvait dans cet atelier. Au départ, j'utilisais ce qui était par terre et j'ai fabriqué mes jouets avec toutes les chutes de matière. Donc c'était vraiment, pour moi, ça a clairement changé ma manière de penser, de voir les choses. Et donc très vite, j'ai fait des études artistiques en humanité. Et à 18 ans, au décès de ma mère, j'ai décidé de reprendre l'atelier et de piloter un atelier avec 30 artisans. Et donc, petit à petit, je suis parti dans le design du mobilier, la création d'intérieur, le collectible design. Et ça m'a amené à créer mon agence avec 15 personnes depuis maintenant 20 ans. Et puis, j'ai créé Zaventem Atelier, qui est un collectif de designers plutôt tourné vers le collectible design. Ça se trouve à Bruxelles dans une ancienne papeterie et on a ouvert depuis 7 ans. Merci Lionel, on va revenir sur ton parcours et sur ce lieu qui est fascinant. Mais avant, je voudrais donner la parole, surprise, à Caroline et Pierre, Studio Bricher-Ziegler. En quelques mots, est-ce que vous pourriez nous dire comment est née votre collaboration, votre binôme et ce que vous faites? Bonsoir tout le monde. Alors, comment s'est créé notre binôme? Ouais, c'est en 2010 qu'on s'est associés. En fait, on s'est rencontrés à travers un collectif de design qu'avait créé Caroline avec un ami qui était avec moi aux Arts Déco qui s'appelle Joachim Gironajou, avec cette volonté de travailler vraiment ensemble, donc que tout le monde apporte une idée sur un même dessin. En tout cas, pas faire une expo collective. Enfin, l'idée étant de faire vraiment une exposition, mais pas faire une exposition où tout le monde apporte ses pièces. C'était vraiment l'idée d'un travail en commun. Bon, on était 16 au début, bien évidemment, ça reste un collectif qui n'avait pas vocation à devenir une agence derrière. Mais moi, en tout cas, j'avais cette volonté de travailler en binôme. Je me sentais vraiment pas de travailler seul, et c'est vrai qu'on s'est retrouvés avec Caroline assez naturellement à se mettre à travailler ensemble. J'en profite pour dire qu'on a été beaucoup soutenus dès le début par ce monsieur, Alain Lardet, qui nous suit depuis le début. Il y en a quelques-uns, il n'y en a pas beaucoup, on les compte sur les doigts de la main, mais en tout cas, il y a des gens qui sont là. Il faut dire pourquoi. Pourquoi tu nous as soutenus? Oula. Bah, c'était pour la bourse Agora, ouais. Non, parce qu'on a présenté effectivement la bourse Agora qu'on a remportée. Et c'est vrai que c'était assez particulier en tant que collectif, sans avoir un but. On a vraiment présenté une intention de travail et l'idée d'une façon de travailler plus qu'un projet. Donc c'est vrai que c'était assez bizarre comme proposition. Et Alain nous a énormément soutenus dès le début dans cette initiative. Donc voilà, pour la création, c'est là qu'on s'est rencontrés avec Caro. Et on a commencé tout simplement à travailler un jour par semaine. Bon, après, comme
comme beaucoup de studios qui naissent, hein, on avait encore du travail à côté dans nos agences respectives pour lesquelles on était assistants. Et puis rapidement, on a eu un projet édité. Et puis voilà, la liberté de travailler seul, quoi. Merci Pierre. Et puis merci aussi pour cette transition toute trouvée pour me tourner vers mon ami Alain Lardet. Alain, tu as un parcours dans le design depuis 2-3 ans. On te connaît un peu. Mais ce parcours dans le design t'a amené assez rapidement à rencontrer l'artisanat, en tout cas cette hybridation entre les savoir-faire et la création. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle a été ta découverte, où tu as découvert cette rencontre entre l'artisanat et le design? Et puis avant ça, quel est ton parcours? Nous dire peut-être quelques mots aussi d'événements comme le Dessin du Geste, de la Bourse Agora dont on vient de parler, du prix Dialogue de la Fondation Bettencourt-Schuller auquel tu contribues. Qu'est-ce qui fait que, en tant que spécialiste du design, tu t'es saisi de la question du dialogue avec l'artisanat? Bonsoir. Rassurez-vous, je ne vais pas vous raconter ma vie parce que ce serait beaucoup trop long. Parce que vous avez vu qu'il y avait une différence de génération assez importante entre ces jeunes gens et moi-même. En revanche, je reviendrai très rapidement, effectivement, sur le tout début de ma carrière au Musée des Arts Décoratifs de Paris, où j'ai eu la chance, qui a décidé, si vous voulez, de tout le reste, et notamment en lien avec la raison de ma présence aussi aujourd'hui, c'est que j'ai rencontré là, pendant mon stage de fin d'études, un très grand designer que peut-être certains d'entre vous connaissent ou ils ont connu ou en tout cas en ont entendu parler, qui est Enzo Mari. Et pour moi, ça a été absolument décisif. Et tout de suite, par ma collaboration avec lui et avec son principal éditeur, dont je suis devenu associé après, Danese, qui est un éditeur extrêmement important. On dira peut-être un mot des éditeurs tout à l'heure. J'ai eu la chance tout de suite de voir quels pouvaient être les liens les plus profonds qui pouvaient exister entre le design et l'artisanat. Et je remercie Grégoire de ne pas avoir parlé de métier d'art, parce que c'est quelque chose de typiquement français, cette appellation de métier d'art. Enfin, ça n'a rien d'injurieux, mais je préfère beaucoup que l'on parle d'artisanat, comme on en parle de partout dans le monde. Voilà. Et l'artisanat, c'est ces gestes de transformation de la matière. Ils naissent sur des territoires, ils sont l'expression d'une culture, d'une tradition, de liens collectifs. Et c'est personnellement ce qui m'a intéressé, fasciné tout de suite. Et grâce à Enzo Mari, et après, avec d'autres designers, et notamment plus récemment avec Michele De Lucchi, j'ai eu la chance, et des amis français aussi bien sûr, j'ai eu la chance de continuer, de bien comprendre peut-être ce que signifiait cette relation qui n'est pas du tout une relation obligée. Vous avez des designers qui n'ont absolument pas l'envie ou le besoin de travailler avec des artisans, et des artisans qui ont eux-mêmes une espèce de statut de plasticien ou même de designer et qui ne sentent pas la nécessité, qui n'ont pas la nécessité forcément de dialoguer avec des designers, mais quand cette nécessité se présente ou qu'elle s'impose, ça peut donner de très belles choses dont je pense qu'on va parler. Voilà. Alors, avant de me tourner vers mes autres invités, j'aimerais peut-être que tu nous dises deux mots du prix Bettencourt-Schuller Dialogue, dont tu as beaucoup appuyé la création et que tu as contribué également à suivre, que tu contribues à suivre encore aujourd'hui. Quelle était la volonté derrière ce prix Dialogue et quelles en sont les retombées aujourd'hui, sachant que la Fondation Bettencourt-Schuller sur ce prix-là est maintenant, depuis quelques années, reconnue
par tous pour être vraiment à l'initiative de cette démarche? Tu as raison d'insister là-dessus, parce que dans le paysage, je dirais, des 20 dernières années en France, c'est probablement l'acte qui a permis d'avancer, de faire évoluer un peu les mentalités, parce que pour une raison que je pense je ne comprendrai jamais, en France, il y a eu un grand malentendu entre ces professions de designers et d'artisans, ou d'artisans d'art, comme on dit souvent ici. C'est-à-dire qu'ils évoluaient dans des silos entretenus par des préjugés. Voilà, d'aucuns disaient « Ah, les designers sont là pour piller les ateliers, pour piller... » Enfin, des sottises de ce genre. Et en fait, quand j'ai réussi effectivement à convaincre la Fondation Bettencourt, dont j'étais proche depuis le tout début des années 2000, de faire ce prix Dialogue, je pense que ça a été important, parce qu'ils ont mis les moyens, la communication, la foi qu'il fallait pour mettre dans un même prix, exactement à égalité, le designer et l'artisan d'art. Et je pense que c'était effectivement très important. Moi, j'avais essayé, dans une exposition manifeste qui s'appelait le dessin du geste, D-E-2-S-E-I-N du geste, que j'avais eu la chance de pouvoir faire à la mairie de Paris, ce qui lui avait donné une grande audience, de raconter les histoires des grandes manufactures françaises et des moins importantes aussi, mais de manufactures françaises qui, en fait, ont traversé l'histoire grâce à leur rencontre permanente avec des créateurs qui interrogeaient leur savoir-faire, qui les remettaient en question, qui leur faisaient parfois inventer à l'intérieur des manufactures de nouveaux métiers. Et ça aussi, ça a beaucoup nourri ma conviction. Voilà. Et puis après, on parlera du jade plus tard. On parlera de plein de choses encore. On a pratiquement 1 heure devant nous en cours, trois quarts d'heure. Je me tourne vers vous, Pierre et Caroline. Cette rencontre entre la création et les savoir-faire, il y a un lieu qui l'accueille, c'est le lieu de l'atelier. J'aimerais bien, pour qu'on puisse partager avec le public qui est là aujourd'hui, que vous nous décriviez cet atelier, à quoi il ressemble. Bon alors, je laisserai quand même Pierre parler un petit peu plus en détail de l'atelier, parce qu'il se trouve qu'il est chez ses parents, dans le garage de la maison. Et en fait, voilà, nous on travaille à Paris et on a eu la chance de pouvoir investir les lieux dès le début et puis d'utiliser les machines qui étaient présentes dans l'atelier familial de la maison. Et puis on a, avec les années, racheté des machines, équipé de plus en plus au gré des projets. Un jour, on s'est dit, tiens, on va faire du repoussage, on a acheté un tour. Enfin voilà, ça s'est fait progressivement. Mais c'est vrai qu'à la base, il y avait déjà un peu cette histoire familiale chez les parents de Pierre, et donc l'atelier se trouve en Haute-Savoie. Donc quand on est dans un moment de fabrication, on part là-bas et on s'enferme dans l'atelier quelques jours. Mais si tu... Oui, après, non, mais juste pour signifier, c'est vrai que moi, on en parlait avec Grégoire. Moi, je suis issu d'une famille où, quand je dis, voilà, on a coulé une chape en béton, voilà, enfin, dans la famille, tout le monde sait abattre un mur porteur, couler une chape en béton, enfin, c'est pas un problème à la maison de ma mère, ma sœur, enfin bref, tout le monde est capable de faire un peu tout. Mon père a construit la maison tout seul, sans grue, je crois que c'est la seule maison du village qui a été construite sans grue. Et il était prof de productique et mécanique. Donc voilà, il y avait déjà des machines qui étaient là. Il m'a mis sur une scie à ruban à l'âge de 9 ans, ce que je ne ferai jamais avec mon fils. Scie à ruban que j'ai toujours et qui tourne comme une horloge. Donc voilà, c'est vrai qu'il y avait déjà ce potentiel. Et donc ça a été jusqu'à maintenant un atelier sur un atelier. Mon père étant maintenant un peu trop âgé, là on fait un peu table rase et on récupère
l'entièreté des sous-sols en déplaçant la buanderie de ma mère. Donc voilà, c'est un atelier très mouvant qui évolue au cours du temps et surtout voilà, de nos envies et de ce qu'on fait, quoi. Donc il se construit petit à petit. Et voilà, c'est une vraie parenthèse. Et c'est vrai que c'est assez agréable d'y aller parce que ça coupe du bureau, on est à fond dedans. Je redeviens un peu en enfance, donc à midi, je mets les pieds sous la table, ma mère a tout préparé. C'est idiot de dire ça, mais en même temps, c'est vrai que ça fait vraiment cette bulle de travail qui est super agréable, où tout est optimisé pour ne faire que ça. Mon beau-frère, qui est un peu... Enfin, son deuxième métier étant agriculteur, voilà, il me rapporte des matériaux. Généralement, j'arrive, j'ai le bois qui est prêt, j'ai mes tubes d'acier, ma sœur est allée chercher. Donc, on est vraiment dans un cadre de travail assez particulier, même si ça reste un petit lieu avec simplement 2 garages qui sont occupés, mais il y a de quoi faire. Donc, voilà. Il y a une autre singularité dans votre approche de l'atelier. Tu le disais, quand tu rentres à la maison, entre guillemets, à l'atelier, tu changes d'identité, mais pas uniquement parce que tu retrouves ton identité familiale. Lors de la préparation, tu m'expliquais que tu devenais exécutant, que toi, Caroline, tu étais l'assistante, et que finalement, ce n'était pas un lieu chaotique, bien au contraire. Qu'est-ce que ça vous apporte, en fait, cet équilibre entre l'atelier et le studio? Qu'est-ce qui fait que vous avez besoin d'être des personnes différentes dans ces 2 moments de vos étapes de création? Travailler dans un atelier, on n'a jamais le cerveau qui marche autant que dans un atelier. Dans un atelier, nous on y va tout le temps sur des temps assez courts, 4-5 jours. Il faut penser à tout. On y va, on va faire... on peut faire aussi bien du métal, du bois, de la peinture, des vernis et tout ça dans 4-5 jours. Donc il faut tout préparer, le timing est très précis au final. Donc on est vraiment dans intellectuellement c'est assez compliqué parce qu'il faut penser au temps de séchage d'un vernis pour savoir que 24 heures après on pourra le retravailler, le polir ou je ne sais quoi. Que le bois il a un temps de collage, donc il faut bref, tout est très organisé au final quand on va dans l'atelier. Et c'est vrai que, oui, c'est pas du tout les mêmes métiers quand on est au bureau ou en train de créer, où on a des moments, des grands temps de pause qui sont nécessaires pour la créativité, pour la réflexion, et on se retrouve vraiment exécutant. Après, bien sûr, on est face à la matière, elle réagit, donc à partir de là, il y a des ajustements par rapport à nos dessins. Je suis peut-être un peu plus dans le faire que Caroline, mais c'est vrai que si elle est là ou même pas là, elle va être plus juge de ce que je suis en train de faire, de comment on va modifier ou non les choses. Est-ce qu'on pousse les choses pour vraiment arriver à notre dessin ou est-ce qu'on s'adapte à ce que la matière ou l'outil vient de nous proposer? Ça devient autre chose. Cet intérêt-là aussi par rapport à un travail de design comme on le fait, qui est plutôt du design d'édition, il permet aussi de valider énormément de choses. La plupart des choses qu'on sort en édition, on les a très souvent prototypées. Donc, au-delà de Je sens que tu as envie de répondre aux prochaines questions déjà, et quel enthousiasme, je suis extrêmement touché, mais tu vas me détruire mes transitions. Et à propos de transition, je suis désolé de te couper la parole aussi rudement, mais c'est la loi du timing. Donc à propos de transition, je me tourne vers Lionel. Et Lionel, on vient de parler d'un atelier bien rangé, bien cadré. Est-ce que ce serait la définition que tu donnerais de Zaventem Atelier? Est-ce que tu peux nous dire 2 mots de ce lieu de création qui te tient à cœur, que tu as créé? À quoi il ressemble? Alors le bâtiment, c'est une ancienne papeterie qui date de fin du 18e. Donc c'est un bâtiment qui occupe à peu près 6000 m², qui était perdu dans le fin fond d'une petite commune à côté de l'aéroport de Bruxelles. Et donc c'était un endroit assez caché, puisque c'était dans une cuvette au bord de la rivière, puisque pour faire du papier on a besoin de l'eau. Et donc par hasard j'étais sur le périphérique de Bruxelles, dans les embouteillages, et j'ai vu ce bâtiment. Et c'était un moment où je cherchais en fait un bâtiment pour agrandir mes ateliers. Et là je suis sorti, j'ai vu ce bâtiment qui était beaucoup trop grand pour mes ateliers. Et donc j'ai eu une vision très vite de faire quelque chose de ce bâtiment, puisque je suis tombé amoureux de ce bâtiment, j'ai rencontré le propriétaire, le nouveau propriétaire, parce qu'il venait d'acheter. Et puis en revenant le soir, j'en ai parlé avec ma femme qui est là, et donc j'ai vraiment une vision sur le projet de dire
il y a moyen de faire dans ce lieu quelque chose qui rassemble des studios de création, de production, de design. Mais toujours tourné vers le collectible. Et puisque moi je suis né dans un atelier, il y a toute cette imagerie, ce manque quelque part que j'avais d'entendre le bruit de l'atelier qui démarrait le matin, de s'entourer vraiment de toutes ces personnes et tous ces talents. Donc je pense que inconsciemment, c'était ça qui m'animait. Et c'était aussi le fait que, puisque je travaille déjà depuis 20 ans en architecture d'intérieur, je connais et je ressens le problème aussi des ateliers qui sont un peu isolés et qui ont, ou des talents émergents qui ont peine à communiquer. La solitude de l'artisan, tu me disais. La solitude. Et donc, de ce côté-là, j'ai rassemblé des investisseurs qui m'ont suivi dans le projet. Privé, puisque en Belgique, c'est assez compliqué de trouver des finances publiques, puisque, je ne vais pas rentrer dans l'histoire de la Belgique, mais bon, le pays est coupé en trois, il y a différentes langues, etc. Donc c'est complexe. Moi, je suis francophone, je fais ça en région flamande, bref, compliqué. Donc finalement, on est parti avec des fonds privés dans le projet. Et très vite, on a mis au point sur pied un board de sélection. Et l'idée, c'est de vraiment prendre le temps de sélectionner les gens et de créer vraiment une famille de gens qui ont tous des principes et des pratiques différentes. Et donc le lieu en fait se compose sur les 6000 m², il y a 4000 m² d'atelier. On a généré des espaces séparés par des grandes vitres. Donc chaque atelier, quand on se promène dans les couloirs, on voit ce qui se passe dans l'atelier. Et au centre, il y a ce qu'on appelle le grand hall, qui est un espace qui fait 800 m², dans lequel on a construit, avec les matériaux qu'on a réutilisés, une grande cheminée. Et c'est là où, en fin de journée, on boit des bières, on discute, on réfléchit à ce qu'on va faire. Alors le lieu, en fait, il est à la base, forcément, comme ce sont tous des studios indépendants qui s'installent, le rêve était de pouvoir imaginer qu'il puisse se passer des collaborations. Mais je ne l'ai pas écrit, je n'ai pas voulu le définir, on n'a pas voulu définir une charte, on a laissé ça très organique, très spontané. Et donc, finalement, très vite, les collaborations sont nées entre les studios. Parce que forcément, Lila, qui te fait de la pâte de verre, a trouvé de l'intérêt à collaborer avec la maison de Junkers qui font du bronze pour créer des cerclages sur des projets qu'elle a décidé de faire, etc. Donc finalement, il y a eu pas mal de ponts qui se sont créés. Moi, j'ai installé mon atelier de création et mon studio de design d'architecture d'intérieur au même endroit. Donc ce qui fait que très vite, avec mes collaborateurs, on a commencé à faire des collaborations pour les projets et on a imaginé en permanence d'inviter tout le monde à collaborer sur les projets qu'on fait. Et donc, je peux continuer, mais tu m'arrêtes quand je vais trop loin. Donc, je ne vais pas t'arrêter, je vais même te relancer avant évidemment de passer la parole à un autre témoin, mais je voudrais te relancer sur la question du board que vous avez mis en place. Donc, il y a effectivement des candidatures, je suppose, de créateurs qui ont envie de rejoindre cette dynamique que tu décris. Comment vous sélectionnez ces créateurs-là ? Quelle est votre grille de notation ? Qu'est-ce qui fait qu'un tel va être accepté et l'autre pas ? Alors la base, si tu veux, puisqu'il y a 32 ateliers. Donc l'idée, le lieu fonctionne comme un accélérateur, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut comparer avec un coworking. Donc les gens arrivent, ils s'installent vraiment lourdement avec leurs machines. Par exemple, il y a Clem, qui est à l'atelier 185, qui fabrique des couteaux en acier damasque. Il est venu avec une presse de 7 tonnes. On a mis 4 jours à installer, à cheminer dans l'endroit. Donc tout est assez intense. Donc on ne vient pas juste avec 2-3 outils et puis on s'en va. Et ce n'est pas un Fab Lab non plus. Chaque atelier est indépendant, il a ses outils, il a sa machine, mais forcément il y a des partages. Et donc la sélection, elle se fait principalement sur base moi ce que j'appelle le feu sacré et la lumière qu'il y a dans les yeux de la personne qui va vous parler ou présenter au board sa pratique. Et l'aspect aussi pérenne de désir de faire évoluer sa pratique. Parce que forcément, l'idée, c'était pas de créer un lieu où on louait sans regarder les ateliers, de dire, OK, tout le monde peut venir, et finalement, il n'y avait pas de propos. On a vraiment pris le temps de remplir le bâtiment en prenant le temps. Vraiment, on analysait le dossier, on rencontrait les personnes. Il fallait qu'il y ait une unité de décision sur l'ensemble du board pour que tout le monde soit d'accord. Et surtout, l'idée, c'était de prendre chaque fois des personnes qui avaient des pratiques différentes. Donc on n'a pas 10 personnes qui font de la céramique, 10 personnes qui font du bois. Donc chacun a vraiment une spécificité très spéciale. Et je me permets d'ajouter, tu me corriges si je dis des bêtises et que j'ai mal compris, mais que le point commun entre toutes ces personnes, tous ces créateurs, c'est que ce sont des fabricants, que le process de fabrication est leur point de départ, c'est ça ? Exactement. Donc à la base, ce sont des créateurs puisqu'ils ont une idée d'un produit, d'une matière. Ils ont créé leur produit et puis ils le produisent. Ils le réalisent. Donc l'idée, c'est un thème atelier, c'est un vrai lieu de production. C'est pas un lieu d'exposition, c'est vraiment un vrai lieu de production. Donc il faut vraiment produire et forcément
avec cette production, il y a des échanges, il y a plein de choses qui se passent. Et puis on part tous ensemble à Milan aussi chaque année. On trouve à Milan aussi des lieux en friche, des vieilles usines. Et on part, la dernière fois, on est parti carrément avec les camions, les caravanes, les vannes. On arrive dans une vieille usine à l'abandon qu'on a reçue à prêter, par chance, par une personne bienveillante. Et donc on a investi les 3000 m² de cette usine. On a chassé les rats et bouché les toits parce qu'il pleuvait. On a mis le campement à l'arrière. On a fait un trou dans le mur et le public rentrait par le campement et arrivait dans le trou dans le mur. Et puis il y avait 3000 m². Donc c'était assez amusant parce que on avait mis une douche extérieure, on avait pris le Fenwick, on avait mis une réserve d'eau, on se douchait là, on faisait barbecue. Donc il y a des gens, le premier jour, il y a les journalistes de Surface Magazine qui arrivaient, donc des Américains, on les voyait arriver avec leurs valises. Ils ont passé la tête, ils ont vu le camp, ils se sont dit ok, ça c'est des Roumains, on va partir ici, c'est dangereux. Et on a dû courir derrière. Non, 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 c'est ici l'entrée. Donc c'était très drôle. Donc forcément, on a créé une vraie famille où on vit, on voyage ensemble, on collabore. Et puis après, dans cette famille, il y a des gens qui grandissent, qui deviennent plus forts, on va dire, et qui ont besoin d'espaces plus grands, et donc ils nous quittent, et là il y a des nouveaux qui rentrent, et donc ça, c'est un accélérateur. Fabuleux, merci, ça me fait tellement plaisir, en fait j'ai un grand sourire depuis tout à l'heure. Et alors c'est pas comme si je découvrais ce que me raconte Lionel, hein, parce qu'évidemment tout ça est préparé, hein, on a des filets, il y a des effets spéciaux, etc. Mais à chaque fois que je vous entends tous, ça me fait un plaisir incroyable. Et en plus, tu m'offres une transition parfaite pour me tourner vers Alain, parce que cet esprit de famille, cette capacité à créer du lien autour d'un lieu, ça me parle, ça me sonne familier. Est-ce que ça te dit quelque chose? Est-ce que je peux te laisser parler du jade? Non, alors ça, c'était pas préparé du tout. Ce que je vais vous dire, c'est en entendant Lionel, je savais un certain nombre de choses sur ce lieu, mais l'entendre en parler comme tout d'un coup, il m'apparaît qu'il y a énormément de points communs entre les ateliers et entre le JAD. JAD veut dire Jardin des Arts et du Design. Ça ne se passe pas dans un jardin, c'est mitoyen d'un jardin, et c'est comme ça que le nom est venu, mais c'est très anecdotique. En fait, beaucoup de choses sont communes. Vous allez voir pourquoi. Parce que ce lieu qui se situe, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, dans l'ancienne école de céramique de la manufacture de Sèvres, qui sont des bâtiments absolument magnifiques, qui étaient en très mauvais état et que le département des Hauts-de-Seine a pris dans le cadre d'un bail emphytéotique de 30 ans à l'État, puisque Sèvres, c'est l'État, comme chacun le sait, et pour y faire un lieu culturel. Il était question depuis quelques années, dans la tête du président, l'ancien président de Védian du département des Hauts-de-Seine, de faire quelque chose autour de l'artisanat, fameux métier d'art français. Bon. Puis quelqu'un, un jour, lui a mis dans l'oreille, c'est pas moi du tout, l'idée d'y joindre le design. Et puis, le malheureux président est mort pendant le Covid, et un jour, j'ai reçu un coup de fil de la directrice des affaires culturelles du département, me disant, voilà, dans quelques mois, des travaux magnifiques avaient été faits dans ces bâtiments qui sont des bâtiments classés. Et voilà, il paraît que c'est votre spécialité. Est-ce que vous viendriez travailler avec nous sur la préfiguration du lieu? Inutile de vous dire que j'ai dit oui tout de suite, parce que là, j'ai vu une autre incarnation de quelque chose dont je rêvais depuis longtemps en France, qui était effectivement de réunir ces disciplines. Et là, le lieu était merveilleux. Alors, en fait, ça s'est fait de façon plus institutionnelle et, comment dire, beaucoup plus, au départ, beaucoup plus réglée que la façon dont sont nés les ateliers de Lionel. Mais nous avons lancé des appels à candidature à des professionnels. Ce ne sont pas des gens qui sortent de l'école, ce sont vraiment des professionnels, jeunes professionnels, ils ont une moyenne d'âge entre 30 et 40 ans, qui avaient la sincère, très sincère envie de mélanger leurs pratiques, des designers
et des artisans. Et dans mon esprit, je pensais que la chose allait grandir d'une façon comme ça, très ordonnée, avec effectivement des designers qui faisaient leur vie de designer, des artisans qui faisaient leur vie d'artisans, et qui joueraient la règle du jeu du jade, qui était, dans une partie de leur temps, de travailler ensemble sur des projets communs. Et dans la réalité, ça se passe d'une façon beaucoup plus souple. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les artisans se découvrent pour certains de plus en plus designers, ou s'assument surtout de plus en plus designers. Des soi-disant designers qui s'assument de plus en plus artisans. Et puis, qu'est-ce qui se passe aussi? Comme on les laisse très libres, puisque ça se passe tellement bien, des artisans qui travaillent avec d'autres artisans et qui mélangent leurs pratiques. Donc c'est très simple dans la réalité. Chacun a sa vie normale de production qu'ils auraient dans n'importe quel atelier ailleurs, sauf que là, ils sont dans une communauté qui n'est pas si éloignée de ce que décrivait Lionel. Parce qu'ils ont certes une contrainte, mais qui est devenue une très douce contrainte, puisqu'ils s'y jettent à cœur et à corps perdu beaucoup plus qu'on ne leur demande, parce qu'ils se sont rendus compte que justement ces échanges, le temps qu'ils consacraient à ces échanges, à ce programme de recherche, d'innovation collective, leur apportait énormément. Alors certes, ils étaient un peu programmés pour ça, parce que ceux qui sont venus là, c'est qu'ils voulaient avoir ce type d'échange. Mais je dois dire, je suis assez sidéré par l'enthousiasme et par l'état de grâce qui règne sur cet établissement. Je vous invite, pour ceux que ça intéresse, à venir visiter les lieux. Alors il y a plusieurs occasions, parce qu'il y a un lieu d'exposition aussi, il y a un Fab Lab, il y a des formations, il y a des conférences, il se passe énormément de choses, parce que ce lieu est régi par le département dans un copilotage avec un groupement que nous avons recruté par appel d'offres et qui assure l'animation quotidienne de ce lieu qui est vraiment extrêmement dynamique. Et vous pouvez venir voir les expositions. Vous pouvez d'abord déjà aller vite sur le site, vous inscrire à la newsletter que vous recevrez régulièrement et qui vous informera de tout ce qui se passe dans ce bel endroit. Vous pouvez venir à des visites organisées où tous les artisans sont là pour recevoir les visiteurs, leur expliquer ce qu'ils font, comment ils le font, comment ça se passe dans leur rapport de métissage, de pratique, etc., ce que cela leur apporte. Et voilà, vous êtes tous invités quand vous voudrez. Alain, dis-moi, aux ateliers Zaventem, il faut de la bière et une cheminée pour créer l'émulation. Non. Comment ça se passe? Comment s'opère le miracle au jade? Oui. Alors, nous, on n'a pas le feu de cheminée. Pas pour le moment, en tout cas. Mais il se passe qu'ils prennent non seulement leur café ensemble dans un très joli endroit collectif, qui est aussi un endroit parfois où nous faisons des réunions, des conférences, et que monsieur connaît très bien. Et surtout, ils prennent pratiquement tout leur déjeuner ensemble. De temps en temps, on fait ce qu'on appelle une grande tablée, alors où vraiment tout le monde est là, mais au quotidien, ils se retrouvent tous là. Et ils me disent tous que c'est essentiellement là que naissent effectivement les idées, les envies de travailler avec un tel plutôt qu'avec une telle, etc. Et c'est une communauté. Alors, je leur ai demandé, quand je les audite très sérieusement
en dehors de toutes les relations informelles que nous avons au cours de l'année. Et quand je les audite annuellement, très sérieusement, j'aurais demandé de définir avec des mots précis comment ils nommaient ce groupe. Et ça va effectivement du collectif à la famille, etc. Mais ce mot de famille, il y a d'autres qualificatifs, mais ce mot de famille revient souvent. Moi, il me convient très bien. Et en fait, ce qui est formidable, c'est qu'ils ont chacun leur atelier où ils peuvent travailler de manière très tranquille, très intime. Ce sont très beaux ateliers, vous verrez. Mais ils peuvent, certains me disent, on aime laisser la porte entrouverte pour sentir la rumeur des autres ateliers. Et puis surtout, ils savent qu'ils peuvent aller taper à n'importe quelle porte pour demander un outil, pour demander un conseil, pour continuer un dialogue qui est né entre eux et qui se poursuit de cette façon-là. Et le résultat sont des projets formidables. Et pour moi, les projets les plus formidables ne sont pas les projets qui aboutissent forcément à un objet fini. Ça, ils le font dans leur vie quotidienne, si je peux dire. Ce sont des projets au long cours où ils interrogent la transformation d'un matériau et où surtout ils interrogent leurs propres pratiques respectives. Et ce qui me ravit, entre autres, c'est que je vois l'évolution de certains qui n'osaient pas aller vers telle ou telle expression et qui tout d'un coup, par ce frottement entre des pratiques, que ce soit entre design et artisanat ou entre artisans entre eux, arrivent à à une espèce de culot qu'ils n'avaient pas, à une liberté, voilà, et ça marche formidablement. Merci Alain, je suis vraiment ravi de vous avoir tous les quatre parce que vous avez des expériences qui sont à la fois très proches et très différentes, et notamment sur la question du frottement entre la création et les savoir-faire. Je me tourne vers vous, Caroline et Pierre, parce que vous, ce frottement-là, il existe dans votre binôme. Qu'est-ce que vous allez chercher dans le rapport à la matière quand vous allez dans l'atelier? Qu'est-ce que produit en fait cette confrontation au fer dont pas mal de designers se passent finalement, puisque on peut se contenter d'être derrière son ordinateur avec un bon modeleur 3D et un bon rendu, ce que vous faites aussi par ailleurs, je crois savoir. Qu'est-ce que ça vous apporte de vous coltiner la matière? Une vraie compréhension des formes. Nous, on a toujours fonctionné comme ça. Alors même au début où on n'était pas forcément aussi impliqué dans l'atelier, mais la question de l'artisanat, des savoir-faire a toujours été présente. C'est quelque chose qui nous a toujours intéressés l'un comme l'autre, mais sans qu'on se soit concerté là-dessus. Donc c'est vrai qu'on a toujours eu cette tendance à passer assez vite du dessin à l'ordinateur, à la maquette, voire au prototype et à revenir. Mais c'est vrai que quand on dessine quelque chose, on a quand même toujours en tête sa matérialité et comment on pourrait le fabriquer. Soit nous, à notre échelle très artisanale, soit parfois aussi à une échelle plus industrielle. Mais le fait d'être confronté comme ça à la matière et d'avoir l'opportunité de la travailler nous-mêmes, c'est un peu ce que disait Pierre tout à l'heure, finalement, ça nous donne une compréhension des choses et ça nous permet d'aller assez loin dans le développement même technique des produits. Quand on a poncé soi-même pendant 4 heures un bout de bois, on sait que si un jour ce morceau de bois doit être produit en série par un artisan, ça prendra autant de temps. Quand on dessine une lampe, par exemple une lampe qu'on a éditée chez DCW qui est constituée en partie d'une cage, cette cage on l'avait faite nous en proto à l'atelier et il y a 400 soudures et on a toujours su que le jour où cette lampe serait peut-être éditée, ça allait être le point compliqué parce que 400 soudures, c'est beaucoup de temps, beaucoup de reprises, et donc ça coûte cher en production. Donc on a quand même, grâce à cette confrontation, une certaine anticipation des choses. Et puis ça nous permet de jouer avec la matière, surtout c'est ça qu'on aime faire. Vous voyez là le visuel affiché, c'est une collection de chaises qu'on a présentée ici d'ailleurs l'année dernière.
qui sont... enfin, voilà, c'est un projet de recherche qu'on a mené tout seul pendant 3 ans sur cette typologie de la chaise, dont une bonne partie des 10 chaises a été fabriquée à l'atelier. Et voilà, il y a des choses qu'on a dessinées en sachant qu'on allait utiliser telle ou telle matière. Et la matière a généré la forme. Donc on aime vraiment bien avoir cette relation à la matière. Elle est quand même très, très prenante dans notre binôme. C'est un peu presque une entité à part aussi avec laquelle on joue beaucoup. Pierre, je me tourne toujours vers lui, parce que quand on est deux, on se dit toujours, est-ce que j'ai dit tout ce qu'il fallait dire? L'autre a peut-être quelque chose à rajouter, mais... Bon, alors dans ce cas-là, je me tourne vers toi, Lionel, et moi j'aimerais savoir, effectivement, dans votre cas, qui est encore une autre façon d'approcher la création, puisque tu me le disais, alors c'est vrai qu'on ne parle pas la même langue, hein, donc forcément entre les Belges et les Français, il y a des petites subtilités. Tu me disais le terme artisan, moi je ne suis pas très à l'aise avec, je préfère le terme de designer pour tous les habitants de ton lieu. Vous n'avez pas la même philosophie qu'au Jade. Vous travaillez évidemment différemment de ce qui se passe entre Pierre et Caroline. Comment se passent les rencontres, sachant que vous avez tous des égos et que vous avez tous des univers créatifs qui sont très forts? Comment tout ça, ça s'hybride? Comment ça se mélange? Comment ça vit ensemble dans le lieu et dans les projets surtout? Alors effectivement, on est comme disait, on est une grande famille. Donc ça c'est vrai. Il y a ce côté famille qui revient chez nous aussi. Et forcément dans une famille, à partir du moment où on est tous sous le même toit, il y a des choses qui se passent. Il peut y avoir des accros, il y a des disputes, mais généralement c'est parce que quelqu'un a laissé traîner la vaisselle sale dans la cuisine ou a pas rangé le couloir quand on veut passer avec un transpalette. Et donc c'est des petites choses comme ça. Et à part ça, forcément il y a des égos, il y a 32 égos dans le même bâtiment. Et quand je parlais d'artisan aussi, je suis à l'aise avec le terme artisan puisque je viens d'une famille d'artisans. Mais ici, ce qu'on a voulu montrer avec le projet des Zaventem Atelier, c'est vraiment de rassembler des personnes qui ont un discours créatif d'abord et qu'ils l'adaptent avec une pratique et qu'ils apprennent dans cette pratique. Donc, ils ne vont pas travailler à façon pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que moi, avec mon studio d'architecture d'intérieur, quand on les invite à collaborer, ils collaborent avec leur pratique, leur idée, leur créativité. Dans le sens où quand nous, on fait un projet, on a fait un hôtel de 25 000 m² à Bruxelles, on a travaillé de cette manière-là, on a gagné le concours pour l'hôtel, on a dessiné l'ensemble de l'hôtel, on a fait le projet, on a fait des 3D, on a textualisé les matières et j'ai volontairement laissé des points blancs un peu partout dans le projet. Dans le sens où je voulais, à un moment donné, inviter tout le monde, ce qu'on a fait. On a fait une grande réunion, on a invité les 32 designers et on a dit voilà, on a fait une grande présentation sur le projet avec la philosophie du projet, la matérialité, qu'est-ce qu'il allait avoir partout. On a montré des plans extrêmement précis de tout et on a laissé des points blancs, des appliques, des tables, une chaise, un fauteuil et ainsi de suite. Et donc, chacun autour de la table était là et puis je dis voilà, maintenant vous choisissez ce avec quoi vous vous sentez à l'aise. Et chacun a choisi un point blanc et puis il en restait. Donc c'est pour ça que j'ai après fait un autre casting pour choisir 27 autres designers avec lesquels on a collaboré pour les points qui restaient. Et donc, dans l'idée, c'est qu'on a donné le cadre, on a donné une enveloppe budgétaire et j'ai laissé la totale liberté sur le reste. Et c'est là où je reviens sur le mot artisan et designer, c'est que forcément je ne vais pas leur faire un plan de ce que je voudrais qu'ils exécutent. Et donc ils ont forcément leur personnalité, ils ont leur mode créatif et surtout ils ont l'intention qu'ils veulent donner dans l'objet. Et donc à partir du moment où ils ont présenté ce qu'ils voulaient installer, j'ai vraiment accepté 99% de ce qu'ils ont présenté. À partir du moment où ils étaient dans le cadre du budget. Ça veut dire 99. Voilà, vous avez dit qu'on ne parlait pas la même langue. Hein. Et j'ai voulu en fait dans le projet leur donner autant de liberté que le client nous donnait. Dans le sens où le client aussi, il a aimé l'avant-projet qu'on a fait. J'ai validé l'enveloppe budgétaire et puis il m'a laissé faire par rapport à ça. Et donc j'ai voulu faire la même chose. Et aussi on a créé un concept qui s'appelle le Realistic Circle où à partir du moment où on travaille de cette manière-là, collaborative, il n'y a forcément aucune ingérence créative dans les collaborations et il n'y a aucune ingérence financière non plus. Dans le sens où le client, moi, me paye aux honoraires sur le projet, mais chaque designer invité facture en direct son prix d'atelier au client final. Il n'y a pas d'histoire de commission qui se rajoute, etc. Donc ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans le projet parce que Zaventem Atelier n'est pas une galerie, on n'a pas envie de fonctionner comme ça. C'est un lieu justement, on essaie de mettre les gens en avant, mettre les pratiques en avant, arriver à pousser des talents émergents, à essayer de
faire passer des talents confirmés dans les projets qu'on a, parce que forcément, il y a des gens qui travaillent avec des budgets plus élevés, pas par ego, mais simplement parce que leur travail va plus loin et qu'ils poussent plus loin et que forcément, eux sont déjà depuis plus longtemps sur le terrain. Et donc, on collabore vraiment de cette manière-là. Et donc, c'est ça un petit peu la différence. Et généralement, on applique cette pratique-là sur des projets. Là, on a fait un hôtel à Lisbonne où, avec la même énergie, on a fait une sélection locale. Donc, c'est un peu l'idée d'arriver à intégrer des talents locaux dans tous les projets qu'on fait. Donc... Après, je peux encore broder, mais tu m'arrêtes. Je ne t'arrête pas tout de suite, mais si, en fait, je vais t'arrêter parce que je voudrais qu'on conserve ce propos juste pour la question suivante. Et entre-temps, je vais ménager ma transition comme d'habitude. Je vais me tourner vers Pierre et Caroline et vous décidez qui va répondre, hein, parce que je ne veux pas de dispute entre vous. Donc la question, elle est liée au modèle économique. Lionel, tu viens de nous parler de cette approche très vertueuse que vous avez aux ateliers Zaventem, de ne pas être dans l'ingérence, de ne pas rajouter des marges. La question du modèle économique, on n'en parle pas beaucoup. On avait fait une conférence avec les anciens de chez Boulle, je vois Géraud derrière, je ne sais pas s'il est toujours là, et Céline, salut, qui s'appelait Parlons Pognon, et franchement ça a détendu beaucoup de monde, hein, de pouvoir parler argent en France, ça se fait pas trop. Alors je ne vais pas vous demander combien vous gagnez, rassurez-vous, mais je voudrais savoir pourquoi vous avez arrêté l'auto-édition, qu'est-ce que ça vous a apporté au début, et pourquoi vous êtes passé à autre chose. Oui, non mais c'est vrai que donc c'est vrai qu'on a dans notre parcours, avant de faire ce projet de chaise qui vient ensuite, on avait commencé en 2015 par lancer une collection auto-éditée qui s'appelle By Hands, avec la particularité de fabriquer nous-mêmes les pièces. C'est vrai qu'il y a beaucoup de designers aujourd'hui qui se lancent dans l'auto-édition. Certains sous-traitent, travaillent avec d'autres artisans. Nous, on s'était donné le défi de fabriquer aussi les pièces dans ce fameux atelier. Donc on a fait ça très bien au début. On s'est fait aider par une couveuse d'entreprise. On a essayé de faire les choses en bonne et due forme. Sauf qu'on est assez mauvais en calcul de coût de revient. Et puis on voulait un peu finalement marier l'impossible, c'était de faire des pièces dessinées par des designers, fabriquées à la main artisanalement, en série limitée, qu'on diffusait nous-mêmes sur Internet ou lors d'expositions. Et ça c'est la cerise la plus difficile, avoir des prix relativement raisonnables. Parce que nous, on vient quand même de là, on est moins dans le collectible et donc on est plutôt issu du monde de l'édition. Alors l'édition de design, ça peut être très grand public comme plus haut de gamme, mais c'est vrai qu'on avait envie de proposer des objets qui n'étaient pas à des prix excessifs par rapport aux typologies en question. Je pense par exemple à une corbeille à fruits qu'on avait dessinée. Voilà, on ne se voyait pas vendre, en tout cas en plus on n'a pas la clientèle, une corbeille à fruits à 2 000 €. Ça nous paraissait un peu déconnecté. Donc on voulait tenir des prix assez raisonnables, mais en fait on s'est quand même assez vite rendu compte que c'était difficile de tenir ce genre des prix. Je ne sais plus à combien on la vendait, on va dire entre 250 et 300 €, ce qui est quand même déjà pas mal pour une corbeille. Mais voilà, finalement, quand on calcule le temps qu'on a passé, sans même dans nos calculs chiffrer le temps de créa, on parlait vraiment que de production. En fait, on se rendait compte qu'on vendait quasiment à perte tous ces objets. Alors, on l'a fait quand même parce qu'on est toujours animé par une envie de faire les choses. Et puis, c'est un très beau moyen de montrer des pièces, des idées, des intuitions qu'on peut avoir. Donc, finalement, on a continué. On a fait pas mal d'objets dans cette collection, dont certains se sont plutôt bien vendus. Mais on s'est un peu cassé les dents sur le modèle économique, en effet. Et on s'est rendu compte que soit il fallait monter vraiment les prix de façon très importante pour que ça soit rentable, soit il fallait un peu transformer le modèle, et finalement on n'avait pas envie de devenir pour autant juste un studio qui dessine et qui fabrique et qui vend à 100%. On avait envie de continuer aussi les collaborations avec des éditeurs, avec des artisans, parce que c'est vrai que contrairement
à Lionel, nous, on est un peu plus isolés. On travaille, on vient d'un collectif, et on adore travailler comme ça. Mais finalement, au quotidien, on est tous les deux. Donc finalement, la relation à l'autre, on la trouve à travers des collaborations avec des marques ou des artisans. Donc ça, on n'avait pas du tout envie de le perdre. Quand on part à l'atelier 5 jours, on s'enferme dans cette fameuse petite bulle. On voit personne. Donc il y a un côté aussi moins drôle. Donc voilà, on s'est dit que finalement, ce laboratoire qu'est l'atelier, on allait plutôt s'en servir justement pour continuer à faire des pièces, à les faire exister par nos propres moyens, à les montrer. Donc les fameuses 10 chaises sont venues comme ça, sans essayer de faire vraiment une marque qu'on vend. Je pense que ça, c'est presque un autre savoir-faire. On connaît des designers qui font ça et qui le font bien, mais finalement certains se font aussi accompagner par des gens dont c'est le métier, plus commercial, qui vont s'occuper de la distribution, etc. Les SAV, le shipping, après on rentre dans des choses qui sont hyper chronophages et c'est vrai que nous en tout cas on n'avait pas envie de passer notre temps à faire la queue à la poste pour expédier des colis ni récupérer des choses qui sont arrivées cassées, donc voilà, on a décidé de transformer un peu ce projet et de s'éloigner de l'auto-édition parce que voilà, c'était pas forcément très rentable. Voilà. Je rajoute juste une petite chose qui s'est passée aussi, c'est que dans notre boulimie de production, on voulait expérimenter énormément la matière. Et dans la première collection, on avait du cuir moulé, du papier moulé, donc que des techniques qu'on ne connaissait pas, qu'on a mis au point comme tant bien que mal. On travaillait le métal, le bois, enfin bref, on avait aussi une variété de matières qui, alors nous, ça nous intéressait dans son côté recherche. Mais après, quand on regarde maintenant, parce que nous, on n'était pas les premiers, mais en tout cas, on était peut-être un peu les premiers à le revendiquer, au moins en France. Quand on regarde ceux derrière qu'on franchit le pas, dont certains qu'on connaît, qui ont franchi le pas en nous disant parce qu'on l'avait fait, mais eux, ils sont restés monomatière ou monotypologie, et c'est un travail à plein temps que de faire ça. Nous, on voulait tout faire, et c'est absolument impossible. Donc voilà, ça reste un très beau labo de recherche, mais il faut être après, avoir un peu plus les pieds sur terre. On ne peut pas tout faire. Ou alors il faut être beaucoup. Alors justement, merci Pierre. Alain, je me tourne vers toi parce que tu m'as parlé d'un troisième acteur qu'on n'a pas trop évoqué. Caroline t'en a parlé à l'instant. Un troisième acteur qui permet en fait à ce dialogue entre les savoir-faire et la création d'arriver jusqu'à un client, jusqu'à un public. Quel est cet acteur? Est-ce que tu pourrais nous dire 2 mots de cette relation? Je pense que tu veux... Ouais. Je pense que tu veux parler de l'éditeur. Bon, ça nous éloigne un peu du sujet du jade, sur lequel je voudrais revenir quand même 2 minutes. Parce que c'est vrai, vous avez parlé de modèle économique. Nous ne sommes pas une pépinière d'entreprise et en fait, ce que j'ai omis de vous dire d'entrée, c'est que les candidats présélectionnés, ensuite confirmés par un jury, sont censés rester au jade 3 ans. Ce qui, au départ, nous paraissait une longue période. En réalité, ce n'est pas le cas. Et une des grandes surprises pour une personne qui, comme moi, a travaillé sur la préfiguration, c'est que tous, je dis bien tous, sont effarés à l'idée de cette échéance. Nous avons pu donner un délai de grâce pour là on est en cours, ça a été créé en septembre 2022, donc la première fournée, si je puis dire, n'a pas fini encore son temps et il aura son temps un peu prolongé. Et ce que je ne voudrais pas, ce que nous ne voudrions pas, ni les équipes qui les entourent et ni moi-même, c'est que ce soit une parenthèse enchantée et que cela génère
le jour de la disparition du départ du groupe actuel, que ça génère de la nostalgie. Et en réalité, ce que nous nous attelons à faire, et ce que je m'attelle personnellement à faire, c'est à les accompagner pour penser à la suite. Parce que ce que nous souhaitons, c'est qu'ils sortent plus forts de cette expérience et non pas fragilisés par une bulle merveilleuse dans laquelle ils auront vécu quelques années. Et je pense que c'est ce qui va se passer et que certains vont se retrouver, peut-être à Zaventem, qui le sait, ou en tout cas dans des structures de ce genre, parce que nombre d'entre eux rêvent de continuer de travailler dans un périmètre commun. Et je pense que ce n'est pas surprenant. Par exemple, Michele De Lucchi, qui visitait le lieu récemment, me disait qu'il n'avait jamais visité un lieu comme celui-ci. Le sol, alors je ne pense pas qu'il soit venu à Zaventem, il faut qu'il aille à Zaventem, mais que le seul lieu que le Jade lui rappelait était un lieu à New York, à Manhattan, dont il m'a montré des très belles photos, qui est aussi un lieu magnifique, où travaillent sont des artistes, essentiellement des plasticiens, qui n'ont aussi aucune contrainte à travailler ensemble, là, mais qui, en fait, en se fréquentant comme ça au quotidien, pour certains, ont créé spontanément des projets communs. Donc, en ce qui concerne effectivement le modèle économique, tous ces jeunes professionnels, y compris ceux qui, comme les nôtres, ont quelques années derrière eux, une bonne dizaine d'années de pratique, nous nous rendons compte qu'ils sont souvent un peu désemparés devant la promotion de leur travail. Comment faire ? Et justement, l'équipe qui les accompagne au quotidien leur procure aussi un accompagnement avec des spécialistes sur les questions budgétaires, sur les questions de communication, sur le marketing. En fait, ils font un peu le travail que doit faire un bon éditeur, pardon, puisqu'on parlait là, un bon éditeur. Parce qu'un éditeur digne de ce nom, il doit non seulement faire réaliser, quand il est producteur lui-même, dans ses propres usines ou ateliers, ou faire réaliser par les tertiaires les plus adéquates le projet du designer, avec une fidélité totale. Ça ne veut pas dire qu'il doit figer le projet. Et c'est là que souvent, il est un excellent intermédiaire, quand c'est nécessaire, entre les designers et le producteur, qu'il soit artisan, qu'il soit industriel, pour que ce dialogue existe et qu'il y ait des compromis. Ça rappelle un petit peu des choses dont on entend parler en ce moment, des compromis entre des parties qui doivent ensemble arriver effectivement à offrir aux consommateurs le produit le meilleur. Et ça passe par l'emballage, ça passe par la manière d'en parler, ça passe par toute cette pédagogie qui est à faire quand on parle de design, qui est à faire auprès du public. Et ça, il n'y a pas beaucoup d'éditeurs qui sont capables de ça. Malheureusement, il y en a quelques-uns. Il y a une nouvelle génération d'éditeurs, n'est-ce pas ? Il y a une nouvelle génération d'éditeurs qui fait ça, mais il n'y en avait plus beaucoup, hein, parce que c'est un métier d'extrême contrainte. Voilà. Et on essaye au Jade, non pas d'être éditeur, nous n'avons pas de compétences économiques, mais on essaye de préparer nos petits jadiens, si je puis dire, à les sensibiliser à cette nécessité et à voir comment ils peuvent mutualiser
certaines compétences après pour les aider à promouvoir le mieux possible leur production. Merci Alain, je te fais un petit geste discret pour te dire de rapprocher le micro la prochaine fois. Mais ce sera pour la fois d'après, puisque, comme d'habitude, évidemment, tu fais bien de rappeler que je te bats régulièrement. Merci. Je me tourne vers Lionel. Lionel, il y a un sujet qui me tient à cœur et qui est un peu contenu dans le témoignage d'Alain, c'est la question de l'accessibilité, de la démocratisation de ces objets. Quand on parle de collectibles, quand on parle d'objets qui ont été réalisés avec le temps long de l'artisanat, on est souvent confronté à la réalité économique d'une production, au coût. La question de sa démocratisation est donc forcément épineuse. Tu as eu une réponse par rapport à ça que j'ai trouvée assez intéressante, assez singulière. J'aimerais bien que tu nous parles de la façon dont tu considères, toi, cet accès à la démocratisation, à la fois sur votre travail au niveau de l'hôtel JAM à Lisbonne et sur ce que tu racontes aux acheteurs de tes pièces. Et pourquoi, d'après toi, c'est une façon de démocratiser aussi ce design-là? Exactement. En fait, donc à Zaventem Atelier, on explore vraiment la frontière entre l'art et le design. C'est pour ça que on parle souvent de functional art. Et effectivement, il y a des designers confirmés qui sont avec nous, qui produisent depuis longtemps, qui font des pièces assez exceptionnelles, qui sont en galerie, qui se vendent à des prix assez conséquents. Mais malgré tout, c'est pas pour ça qu'on peut pas les intégrer dans des projets différents. Dans le sens où on a fait un hôtel à Lisbonne qui est un 3 étoiles, avec un budget extrêmement serré, et dans lequel on a fait intervenir un designer comme Mircea Engel, qui fait des magnifiques tables qui se vendent en galerie dans les 35 à 40 000 euros. Mais il a réussi à travailler avec nous dans le projet pour créer un sous-projet à son projet, pour collaborer avec nous dans l'aventure sur base du cadre donné. Donc dans l'idée, c'est que je pense qu'il y a toujours moyen de trouver une souplesse dans tout ça et d'intégrer des gens qui ont un talent certain pour créer des pièces différentes qui sont comme des œuvres d'art et de les intégrer dans des projets, on va dire, plus démocratiques. Parce qu'en fait, c'est juste une manière de présenter les choses, une manière de les amener dans le projet et aussi l'envie. Donc il doit avoir envie, on force personne. Et par exemple, au Mix Hotel, on a fait des luminaires avec Vladimir Slavov. Vladimir, son studio s'appelle Dim Atelier. Il fait des magnifiques lampes en bronze qu'il coule lui-même à Zaventem. Donc c'est un travail de fou. Chaque luminaire lui prend presque 2 mois et demi à 3 mois de travail parce que c'est un fou furieux. Donc il veut vraiment que les détails, les soudures, la matière. Et puis quand il part en polissage, il s'arrête plus. Parfois il polit pendant 3 jours. Et puis on le retrouve écroulé dans un canapé où il dort 2 jours. Et donc voilà. Donc c'est un slave. Donc forcément il y a une intensité. Et alors à ce moment-là, je lui ai demandé de travailler sur un projet de luminaire pour le mix. Et je lui ai dit, écoute, voilà, on a exactement 650 € pour créer des suspensions et il fallait en faire 12. Et je lui ai montré ce qu'on avait créé, que c'était une croix en fait, où il y avait juste un spot et donc il devait suspendre sur cette croix ce qu'il voulait. Et il a relevé le gant, il a dit ok, je le fais. Et donc alors il a changé sa technique, travaillé différemment, créé autre chose, plié du laiton, il a martelé, il l'a chauffé, il l'a brûlé, il a fait un travail très beau, très fin. Et il s'est beaucoup amusé à faire autre chose. Et donc c'est pour ça que... Et du coup, on a pu intégrer son nom dans le projet. Et dans l'idée de ce genre de travail-là, quand j'intègre ces designers dans ce genre de projet, on pousse le client en fait, à investir dans une collection. Donc c'est la base de la réflexion, dans le sens où on explique au client que, on va lui offrir un outil promotionnel extraordinaire, puisqu'on va rassembler tous ces noms. Il va investir dans autre chose que du jetable, il va investir dans du durable, et si dans 20 ans, 30 ans, il décide de changer, et que cet hôtel se vend ou s'arrête, eh bien, il a un catalogue numéroté signé de tout ce qui a été produit pour le projet. Pour le Mix, par exemple, on a produit presque 1850 objets. Donc ça a été un travail énorme, mais le client est très content parce que si chaque fois qu'il y a un problème, le créateur designer, il est à 15 km, 10 km, 5 km de l'endroit. À Lisbonne, c'est la même chose. Et à Lisbonne, sur 2-3 étoiles, on a fonctionné sur la même énergie. Et ça fonctionne. En fait, c'est juste la manière de présenter les choses. Et puis après, il faut avoir envie. Donc si certains n'ont pas envie, ils n'ont pas envie. Donc, Et
Puis tu disais aussi que acheter des collectibles, d'une certaine manière, enfin des pièces qu'on appelle maintenant collectibles, mais qu'on appelait avant juste des pièces, quoi, en fait. Donc acheter du design. Anglais. Ah, j'aime beaucoup l'anglais, c'est une belle langue. Mais on a aussi une belle langue entre la France et la Belgique. Donc acheter des belles pièces fabriquées par des artisans d'art, des designers, c'est aussi une manière de construire un patrimoine. Qu'est-ce que tu entends par patrimoine? Enfin, c'est moi qui t'ai glissé le mot, mais tu aurais peut-être utilisé un autre mot. Comment tu le dirais en belge? Écoute, oui, c'est vraiment ça, c'est l'aspect patrimoine. Et dans l'idée, dans la philosophie, c'est que plutôt que de commander, d'acheter du jetable, de l'importer de très loin, de le faire venir dans le projet, et qu'après 2 ans, il y a une partie des 1200 chaises que tu as commandées qui sont cassées, peut-être 300, qu'il faut jeter dans notre pays, et puis recommander très loin en container, c'est les nouvelles chaises, ça n'a pas de sens, tu vois. Et c'est pour ça que je pousse mes clients à imaginer qu'on va dépenser leur argent autrement. Et c'est pour ça que dans cet exercice-là, on peut générer en fait des surprises, je veux dire, moi j'appelle ça des poches budgétaires, où on peut réussir à faire des choses très intéressantes, en restant dans des cadres budgétaires intéressants parce que je supprime les intermédiaires. Et puis tout d'un coup, on a une poche budgétaire plus importante. Et là, on peut faire intervenir, on va dire, un designer plus abouti pour faire une œuvre majeure. Tu vois, par exemple, on a invité Arnaud de Clercq à créer une grande sculpture en bois brûlé. Et donc là, on a pu dégager un budget pour le faire. Et de manière très honnête, je dis, voilà, on a ce budget-là, est-ce que tu relèves le gant? Et il l'a fait. C'est la première fois de sa vie qu'il faisait une sculpture de 4 mètres de haut. Et donc, ça devient un objet presque patrimonial, puisqu'il fait partie maintenant de ce projet. Et donc, c'est clair que c'est une œuvre manifeste par rapport à son process, etc., parce qu'il a documenté. Et donc, ça devient une autre manière d'investir. C'est pas simplement un objet décoratif. C'est pas un objet jetable. C'est pas un objet c'est un objet qui va rester. Donc c'est un peu l'idée. Et puis en étant très machiavélique, comptable, tu me disais les Junkers ou comment? Les Junkers. Les Junkers, vraiment il faut que je travaille mon accent. Les Junkers, ils ont repris l'atelier de leur père, Armand, c'est ça? Ouais. Et il y a les pièces de leur père qui aujourd'hui ont atteint des sommes quasiment stratosphériques. Ça prend de la valeur, quoi. Et c'est ça, la maison de Junkers, c'est vraiment, ça a été créé dans les années 60. Donc le Armand, qui est toujours avec nous à Zaventem, qui a maintenant 83 ans, je pense, continue toujours à souder. Il dit qu'il tricote, mais donc il soude des fils de métal, il est sur des sculptures qui lui prennent 6 mois. Donc, sa fille et son fils continuent. Et donc ils font des tables en bronze gravé avec un travail de résine. Et donc ils font un travail assez exceptionnel. Et c'est clair que les œuvres du père se retrouvent dans des salles de vente maintenant, chez Sotheby's ou ailleurs. Et ça part à des prix dans les 60, 70, 100 000 euros. Et donc c'est clair que c'est des tables à l'époque qui ont été produites et vendues dans des prix corrects, mais qui ont pris de la valeur. Donc c'est clair qu'il y a une pérennité. Et c'est un peu comme ça que j'arrive à convaincre mes clients aussi d'investir dans autre chose que du jetable, et donc, ou des choses de plus grande série, ou de raconter plus de storytelling. Et c'est clair qu'avec ce projet-là, on amène aussi, au niveau de la communication, énormément d'intérêt de la presse, puisque avec la sortie du mix, on a eu une presse incroyable, puisque forcément les journalistes viennent voir le mix, viennent à Zaventem Atelier, rencontrent les designers. Il y a vraiment quelque chose d'assez organique qui se passe, parce qu'il y a plein d'histoires. Et puis on a sorti un livre sur toute l'aventure qui est en fait le catalogue, et donc qu'on a appelé Out of Catalogue. Donc on a mis beaucoup de mots anglais, parce qu'à Zaventem Atelier, la langue c'est l'anglais, puisqu'il y a des Bulgares, il y a des néerlandophones, il y a des Portugais, il y a des gens Roumains, partout. t'as dit aussi. Oui, les Bulgares. Et des Français aussi, beaucoup de Français, mais on parle tous anglais. Bon, alors donc on a compris le message, cassez votre PEL, achetez du design, ça va prendre de la valeur, hein. Vous pouvez y aller tranquillement, c'est le meilleur investissement, c'est mieux que le Bitcoin. À propos de démocratisation, on a eu cette même discussion, hein, je vous l'ai expliqué, c'est tout à fait préparé, on fait ça avec un filet de sécurité de dingue. Donc je sais exactement ce que vous allez répondre, ça n'a aucun intérêt pour moi, mais pour vous peut-être ça va en avoir un. On a parlé de démocratisation et vous m'avez dit, je vous cite, alors nous on n'a aucune chance avec le prix de nos pièces d'aller vers de la démocratisation, mais on démocratise d'une autre manière. Et j'aimerais bien que vous nous expliquiez cette manière. Tu t'en souviens plus? Il faut que je te colle les mots dans la bouche carrément. Heureusement que moi j'ai des notes, hein. Sinon on serait vraiment mal barré. Tu m'as dit, Pierre, c'est toi le coupable, que votre approche a permis de démocratiser un rapport à la création chez les artisans. Est-ce que tu n'assumes pas tes propos? Je me rappelle plus trop du contexte. Mais aucun problème, je connais par cœur. Non, par rapport au rapport, par rapport à la création, à la capacité en fait de sortir sortir des ornières, sortir des habitudes de fabrication, le fait d'aller chez des artisans, de vous permettre de faire des choses que des artisans avec une formation plus traditionnelle.
tu avais l'air de dire, ou peut-être avais-tu bu ce jour-là, que... Il confond, c'est avec moi. Oh, tu essayes de sauver Pierre, c'est sympa. Non, je témoigne, j'ai un enregistrement en plus. Oui, bah alors je sais plus trop par rapport à cette démocratisation, mais néanmoins, oui, en tout cas, sur... est-ce que c'était cette discussion sur le fait qu'on partage beaucoup avec les artisans, mais je ne vois pas d'où cette histoire de démocratisation. Alors je vais répondre autrement. C'est une très bonne manière d'éviter un obstacle. Je vais faire une autre réponse, ce sera mieux. Non, mais c'est vrai que quand il s'agit de l'édition, bien évidemment, on va être sur des tarifs qui sont toujours élevés, puisqu'on est en train de faire du design, mais ça reste tout de même de l'ordre de l'accessible. Quand on va être sur des choses plus proches de la galerie, il y a quand même un bel intérêt. Je ne vais pas citer des gens pour qui on travaille, mais c'est vrai que quand on va travailler avec un artisan, notamment Joe, qui est à Pantin, qui est un artisan avec qui on travaille beaucoup, il y a quelque chose quand même de terriblement intéressant dans tout le process où on va discuter avec lui, on échange énormément sur la façon dont sont fait les choses, il va chercher lui-même son bois. On connaît d'un seul coup toute la chaîne de fabrication et toutes les personnes du vendeur. Et à partir du moment où, j'en sais rien si c'est une chaise qui va être vendue, je dis n'importe quoi, 1 500 €, qui est déjà terriblement cher pour une chaise, naturellement, cette chaise, elle va être gardée, elle va perdurer, parce qu'on n'achète pas une chaise à 1 500 € pour la jeter derrière. Donc c'est quelque chose qui va se transmettre. Et je me permets un autre truc, parce que je discutais dernièrement avec ma cousine, qui est directrice du musée des Savoisiens à Chambéry, donc qui est très spécialiste du musée des meubles savoyards. Il n'y a pas beaucoup de monde qui sont spécialistes là-dedans. Il doit y avoir son père et elle. Et c'était la tradition en montagne que d'aller chercher du sapin, enfin des bois assez légers, parce qu'il fallait les transporter. Et l'hiver, rien à faire, les bêtes dormaient dessous, on sculptait ces meubles. Elle me parlait, parce qu'elle connaît bien évidemment ce que je fais, et vu les prix que peuvent valoir certaines pièces. Elle me disait, mais c'est quand même dingue, un prix comme ça, alors qu'à l'époque, on les fabriquait soi-même l'hiver. Mais je disais, ok, mais quand mon grand-père passait 4 jours, 2 semaines à fabriquer un meuble, c'est quoi son taux horaire, quoi? Combien vaut le meuble, finalement, derrière? À combien coûte, c'est quoi le coût de son jour? Donc, c'est la même chose, au final. Il a passé 2 semaines à sculpter une commode, ou un lit clos. Donc c'est quand même, ça a un coût qui est énorme au final. Sans compter le fait qu'il l'ait fait et tout ça, et que ce meuble sera transmis. Donc on est aussi je trouve, dans des schémas qui sont relativement identiques dans ces cas de figure-là. Reprendre la valeur des savoir-faire, si j'ai bien compris. On efface toute la partie là, sur la question que tu avais complètement oubliée, mais c'est pas grave. Et puis j'aimerais donner le mot de la fin à Alain, à mes côtés. J'aimerais savoir si on peut considérer que ce retour en grâce des savoir-faire est une mode qui va durer, ou si c'est juste une lubie de l'époque et qu'on va vite repasser à des bons objets en plastique rapidement injectés ou en zamac. Qu'est-ce que tu penses de cette mode? Est-elle passagère ou est-elle là pour durer? Non, d'abord j'espère que ce n'est pas une mode et je ne pense pas que ce soit une mode. Je crois que c'est un mouvement. Alors combien de temps durera-t-il? J'ai pas de boule de cristal, personne parmi nous n'a de boule de cristal, mais je pense qu'il est né et que s'il est si profondément ancré maintenant, c'est qu'il est né d'un rejet aussi d'une forme de consommation, d'une crise profonde de la production industrielle, d'une prise en compte par les jeunes professionnels des problèmes énormes de développement durable. Mais ça, je le constate depuis quelques années pratiquement tous les diplômes. J'ai fait beaucoup de diplômes, de jurys de diplômes à l'ENSI, notamment, pas seulement, mais essentiellement à l'ENSI. Je ne crois pas qu'il y ait un jury où on n'ait pas parlé de ces questions-là. Donc,
et de la part donc, du consommateur, n'oublions pas quand même l'essentiel, parce qu'on a beaucoup parlé des métissages, des statuts évolutifs, etc. Et c'est très bien, parce que tout ça, c'est de la liberté, mais n'oublions pas les pratiques, car chaque pratique, un tel ou tel individu peut être un jour un designer, le même individu le lendemain un artisan, le surlendemain un artiste. Et ça, je l'ai aussi appris très jeune, parce que j'ai cru faire le malin un jour en disant à Enzo Mari, qui préparait une expo de plasticien vraiment, alors qu'il était le pape du design. Et j'ai dit, mais alors tu fais l'artiste? Et il m'a répondu, mais je peux aussi faire l'artiste, très énervé. Et en fait, j'aurais mieux fait de me taire, mais non, parce que j'ai réalisé qu'effectivement, et puis après, en observant les Sotsas, les Branzi, etc., pour ne parler que des plus connus, je me suis rendu compte qu'ils étaient effectivement... oui, je ne parle pas assez près dans le micro, qu'ils n'étaient pas uniques. En revanche, ce qui est très important, et c'est ce que j'ai appris aussi d'Enzo Mari, c'est qu'il m'a dit, mais quand je fais le designer, je suis un designer, car la pratique du design est une pratique pure et elle n'est pas celle d'un plasticien. La pratique d'un plasticien n'est pas celle d'un designer, la pratique d'un artisan n'est pas celle d'un designer, même si le même individu peut, à un moment donné, avoir revendiqué ces différents statuts. Ça me semble très important. Alors, l'histoire de la mode, je crois qu'il y a effectivement ce rejet de cette hyperconsommation un peu dégoûtante qui caractérisait nos sociétés occidentales depuis les années 80, et de nouveau un besoin, peut-être parce que tant de menaces autour de nous rendent anxieux, de choses qui rassurent, comme nos ancêtres avaient besoin d'être rassurés par des objets qui accompagnent notre quotidien, qui le réenchantent. Et ça, pourquoi j'aime le design et pourquoi j'aime des gens comme eux et que j'ai soi-disant accompagné, c'est parce qu'ils réenchantent notre quotidien par la forme, comme l'artisan réenchante notre quotidien en offrant un objet qui, même s'il appartient à une série, n'est jamais le même. Et je finirai peut-être en vous disant une chose aussi que j'ai appris encore d'Enzo Mari, parce qu'en l'accompagnant justement dans des ateliers où il voulait absolument donner beaucoup plus de liberté, puisqu'il était persuadé, et je suis persuadé également, que chaque artisan a une part importante de créativité dans sa façon de transformer la matière, et il était désespéré qu'ils ne comprenaient pas qu'en fait ils étaient un peu tétanisés par le monstre qu'il était d'une certaine façon de notoriété, etc. qu'il était. Et il aurait voulu qu'ils prennent beaucoup plus de liberté par rapport à des formes qu'ils suggéraient. Et par exemple, puisqu'on a très peu parlé de transmission, et c'est essentiel, parce que en fait c'est de la transmission croisée qui se passe. Qu'est-ce qu'il y a de plus intéressant dans ces dialogues? C'est la transmission croisée. Et allez voir, par exemple, je crois qu'il y a des documents sur la toile très, très intéressants, sur ce qui s'est passé à la Manufacture de Sèvres, dans un programme qui s'appelle Transmission croisée, où notamment un trésor vivant japonais, Maître Moriguchi, est venu travailler avec des artisans de Sèvres. Et vous verrez ce qu'il a fait. Et qu'est-ce qu'il a apporté à une manufacture comme Sèvres? Il est venu avec beaucoup d'humilité. Et en fait, il a fait quelque chose qui, moi, me rappelait d'autres souvenirs, justement, à Faenza ou à Vietri. Il a incité des artisans qui répètent admirablement, comme on le sait à Sèvres, les mêmes gestes depuis
des générations, etc., il les a invités à s'accaparer une part de leur patrimoine pour l'interpréter différemment. Et pour moi, c'est le maximum de la générosité, de l'intelligence et une incarnation de ce qui peut se passer au plus haut degré entre le design et l'artisanat. Voilà. Donc ce n'est pas une mode, ça va continuer. Merci Alain. La parole est libre. Je pense qu'on a largement dépassé le temps, mais si vous êtes encore parmi nous, c'est qu'on ne vous ennuie pas trop. Je ne voudrais brimer personne. Parce qu'ils sont polis. Ou alors vous êtes très bien élevé, ce qui est une belle qualité aussi. Mais je ne voudrais brimer la parole de personne, de ce côté de la scène comme de celui-là. Est-ce que vous voulez rajouter un propos, un mot de la fin, ou est-ce que vous voulez poser des questions de ce côté-là? Mais vous avez aussi le droit d'être repu par toutes ces belles paroles et de les digérer dans le week-end qui vient. À 3, je claque des mains, ça veut dire qu'il n'y a plus le temps, hein, je vous préviens. Ok, on est bon. Alors un grand merci à mes invités ici présents. Un merci à vous aussi évidemment qui avez été attentifs avec des yeux brillants et ça m'a fait très plaisir. Et puis à très bientôt. Moi je reviens demain pour une autre conférence. Et puis il y a d'autres belles conférences dans la Paris Design Week Factory. Donc n'hésitez pas à dormir ici, il y a de la place. Prenez un sac de couchage, restez avec nous. Très bonne soirée et puis bonne Paris Design Week à tous. Un grand merci à la revue Formae aussi qui est derrière et à Maëlys. Merci beaucoup Maëlys. Et à Sébastien, que je ne vois pas mais qui est peut-être avec nous. Bonne soirée. Au revoir.